Bonjour et bienvenue sur Junko, le podcast qui vous accompagne dans votre réflexion professionnelle et vous aide à construire une carrière qui vous ressemble. Je suis Florence Verdière, coach spécialisée en évolution et transition professionnelle. Dans chaque épisode, je partage avec vous des outils, des réflexions et des histoires inspirantes pour vous aider à clarifier vos aspirations et pour passer à l'action. Que vous soyez en quête d'idées, de motivation ou d'un nouveau départ, ce podcast est là pour vous accompagner, pour vous guider. Et si vous l'appréciez, pensez à lui donner un avis 5 étoiles et à laisser un joli commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure façon de soutenir Junko et de permettre à d'autres de les découvrir. Je vous laisse maintenant avec l'épisode du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Junko. Alors aujourd'hui, nous recevons Romane, entrepreneure basée à Rennes et fondatrice de la marque Les Cotons de Romane. En 2018, elle a lancé ce projet pour proposer des produits éco-responsables en tissu, alliant la fabrication locale et la lutte contre le gaspillage. Depuis, sa marque a trouvé son public et c'est peu de le dire et connaît une croissance forte et une communauté importante sur les réseaux sociaux. Avant d'en arriver là, Romane a construit son entreprise pas après pas, d'abord en parallèle de son activité salariée, puis en se consacrant pleinement à son entreprise jusqu'à structurer une équipe et donc développer une très belle entreprise. Alors, si vous pensiez que sa présentation s'arrêtait là, eh ben pas du tout, parce que Romane s'est pas arrêtée là. Elle a créé récemment donc une seconde entreprise qui s'appelle Casa Castille. Et donc, en pleine crise économique, politique, nationale, internationale, on y va. Et donc, Casa Castille est une marque de vêtements imaginée donc au sein de son atelier à Rennes. Alors, bien sûr, on va découvrir ensemble son parcours, la création et la vie de ces deux entreprises et comment elle pense et vit sa vie professionnelle au quotidien. Alors, chez Junko, on parle souvent de mettre du mouvement dans sa vie professionnelle et je crois qu'on a aujourd'hui derrière le micro la bonne personne pour parler de tout ça. Bienvenue Romane, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi, surtout de m'avoir invitée. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux présenter ce qu'est ta vie professionnelle aujourd'hui ? Alors, donc, ma vie professionnelle aujourd'hui, c'est la vie d'une ancienne infirmière puéricultrice qui s'est donc reconvertie et aujourd'hui, j'ai du mal parfois à le dire, mais chef de 2 entreprises. Donc, comme tu l'as dit, une entreprise éco-responsable et une entreprise de prêt-à-porter. Donc, c'est un mélange de beaucoup de communication puisque c'est moi qui ai un peu l'image des 2 marques et de gestion d'entreprise, notamment sur Casa Castille où je suis toute seule. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble, ma vie professionnelle. En dehors de cette vie de chef d'entreprise, de dirigeante, pour qu'on fasse un peu ta connaissance, comment tu te présentes ? Qui es-tu en dehors de cette vie d'entrepreneur ? Alors, j'ai 32 ans. Je suis maman de 2 enfants qui ont 4 et 6 ans. Je viens à la base de Laval, en Mayenne, donc voilà, mais j'ai fait mes études, ici à Rennes et du coup, je suis restée. Dans la vie, donc le travail a une énorme place, hein, forcément, mais ma priorité, ça reste, mes enfants, mes amis, enfin, je veux dire mes proches. C'est vraiment le socle, on va dire, solide, de ma vie. Pour revenir un petit peu à ton histoire, toi, quand tu étais petite, comment tu voyais le travail? C'était quoi ta vision, d'une vie professionnelle d'adulte? Alors, ce qui est rigolo, c'est que je suis pas du tout née avec de l'ambition. Donc, en fait, moi, ma vision plus tard du travail, c'était pouponner. C'est pour ça que je suis devenue infirmière puéricultrice. Je rêvais, en gros, de m'occuper d'enfants, mais d'être baby-sitter. Je suis allée jusqu'au diplôme de puéricultrice parce que j'en avais les capacités, qu'on m'a poussée, etc. Mais moi, ce que je voulais, en gros, c'était m'arrêter au CAP, travailler en crèche et pouponner. C'est aussi pour ça que j'ai eu mes enfants très jeunes, parce que c'était le rêve de ma vie. Et voilà, et j'avais pas du tout vocation, ni à travailler beaucoup d'ailleurs, ni à gagner de l'argent. Enfin voilà, c'était juste, m'occuper de petits et vraiment c'est tout. Tu as donc, avant cette belle aventure entrepreneuriale, tu disais, eu une première vie, professionnelle d'infirmière. Comment ça s'est passé la transition? Comment s'est opéré le virage? Alors déjà, j'ai pas été infirmière longtemps parce que j'ai été diplômée en 2016, du diplôme de puère. J'ai démissionné de mon dernier travail en 2021. Donc il y a eu, 6 ans, mais c'est pas tant que ça pour une infirmière et en fait, sur ces 6 ans, j'ai passé 3 ans, à peu près même 4 ans, à cumuler les 2.
3 ans et demi, on va dire. Donc très rapidement, en fait, j'ai eu une, double activité que j'ai souhaité maintenir pendant autant d'années parce que je voulais acheter une maison, je voulais, faire des enfants, avoir un congé maternité. On va dire financièrement parce que dans les faits, le congé mater, je l'ai pas pris, physiquement. Mais voilà, il y avait tout ça, en fait, tous ces avantages qu'on n'a pas en tant qu'entrepreneur et donc du coup, j'ai fait une très longue transition et aussi parce que vu que c'était pas dans ma nature, je pense à la base d'être un leader, enfin en tout cas, c'est ce que je croyais. J'avais peur, en fait, de me reconvertir. En plus, j'étais en fonction publique pendant des années, donc en fait, c'est comme une prison dorée, quoi. On a énormément d'avantages, on est bien payé et j'avais très peur de quitter, en fait, cette activité-là, quoi. Je reviens sur ce que tu dis, la leader que tu ne pensais pas être, même dans ta présentation, tu as dit, tu as encore du mal à le dire, du coup, d'être chef d'entreprise. Qu'est-ce qui fait que pour toi, du coup, c'était tellement pas envisageable, enfin, c'était tellement pas justement dans ta vision même de petite fille que, du coup, c'est encore, je sais pas, difficile, je sais pas quel est le bon mot de te présenter comme ça? En fait, je pense que c'est difficile de reconnaître, de se rendre compte de tout le travail qui a été accompli, surtout quand on n'a pas le diplôme qui va avec. Donc aujourd'hui, je suis quand même dans un état d'esprit où je me dis: «Tout peut s'arrêter du jour au lendemain» et moi, je n'ai pas un master en commerce, je n'ai pas un master en communication, donc j'ai aucune garantie que demain, si ça s'arrête, je vais trouver un travail dans cette branche-là. En fait, je n'ai que, entre guillemets, «un travail», un diplôme de puéricultrice et du coup, de la même façon, je pense que si j'avais eu un diplôme, qui correspondait à ce que je faisais, j'aurais eu plus d'assises pour dire: «Bah oui, je suis chef d'entreprise parce que j'ai fait des études pour gérer une entreprise, pour faire de la communication, du marketing et cetera». Alors qu'aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que j'ai appris au fil du temps, mais j'ai du mal à reconnaître que les connaissances que j'ai apprises sont quand même solides, l'expérience et cetera. Donc j'ai du mal à réaliser que je suis chef d'entreprise. Moi, j'ai l'impression que je fais des trucs et que du coup, ça ressemble à ça. En fait, c'est un gros syndrome de l'imposteur, mais du fait que j'ai pas ce parcours, que ce soit une reconversion et pas mes études de base, quoi. Ça t'a manqué à un moment donné d'avoir fait des études dans tout ça? Tu as ressenti, un manque? En communication, pas trop, parce que je pense qu'on peut se former quand même, voilà, si on est, très en veille, curieux et cetera. Après, je parle de communication sur les réseaux. On me mettrait en communication sur, je sais pas moi, dans un domaine complètement différent, peut-être que je serais plus en difficulté. Ça me demanderait peut-être plus de formation et cetera. Par contre, sur tout ce qui est, gestion d'entreprise, management, évidemment que j'ai été en difficulté plein de fois, que même encore aujourd'hui, il y a plein de fois, je le suis et notamment si, Johan, du coup, qui est le papa de mes enfants, m'avait pas rejoint dans l'entreprise, sur les cotons Roman, ça se serait pas développé à ce point et ce serait pas structuré à ce point, en fait. Parce que, je pense que d'avoir quelqu'un qui a fait les études, qui a l'expérience pour, forcément que c'est plus facilitant. Peut-être j'y serais arrivée, mais j'aurais encore plus galéré que là, quoi. Et donc là, pour faire un état des lieux de tes 2 entreprises, vous êtes combien? Comment c'est structuré justement aujourd'hui? Alors donc pour, les cotons, on est, si je dis pas de bêtises, que ça bouge souvent avec tout ce qui est alternant et cetera, on est 9 salariés de l'entreprise et on a à peu près une quinzaine de couturières qui sont, elles, en freelance. C'est-à-dire qu'elles ont leur auto-entreprise et toutes les semaines, elles viennent chercher, des pièces prédécoupées qu'elles assemblent chez elles à la machine à coudre. Ça représente à peu près, en gros, une vingtaine de temps plein et sur Casa Castille, on est 4 plus une freelance. Et donc Casa Castille, ça a commencé il y a à peu près 1 an, quelque chose comme ça? Ouais, c'était en début octobre 2024. Donc une belle croissance aussi, déjà du Ouais. monde, derrière, ouais. Comment tu vis le fait d'être responsable d'une équipe comme ça? Là, c'est la même chose, en fait. En fait, moi, dans ma façon de voir les choses, j'ai pas l'impression d'être responsable d'eux, déjà parce que nos 2 équipes et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on recrute, c'est des personnes qui sont hyper curieuses, hyper autonomes, qui savent très vite se gérer et c'est pas qu'on veut pas les accompagner, c'est qu'en fait, nous, notre vision du management, c'est donner le maximum d'autonomie possible, de liberté, parce qu'on pense tout simplement que l'épanouissement au travail, il passe par un meilleur équilibre vie pro perso. En tout cas, que la vie pro n'aura jamais plus d'importance que la vie perso et à partir de là, ça leur permet de gérer leur emploi du temps, de gérer leur façon de faire leurs tâches. Donc en fait, j'ai pas l'impression d'être responsable d'elles puisque tous nos employés font super bien leur travail. Ils ont pas besoin de nous d'ailleurs. C'est très en fait, ça tourne. Si on n'est pas là, ça tourne très, très bien. On va dire, on chapeaute, on encourage et cetera. Mais j'ai pas de pression à être responsable d'elles parce que dans notre façon de manager, on a instauré une forme d'autonomie, et même sur des postes moins qualifiés, elles savent très bien ce qu'elles ont à faire et c'est ça qui est génial et surtout on a pleinement confiance en nos équipes donc en fait on n'a pas de c'est pas une charge pour moi quoi, ça c'est sûr. Ouais, c'est super précieux ça. Ouais, bah, mais je pense aussi parce que j'ai été infirmière et que j'ai connu différents milieux où c'est pas toujours, on va se le dire, hyper bienveillant en fait, malheureusement dans ce secteur-là, que voilà, il y a des choses qu'on n'a pas envie de reproduire non plus, Qu'est-ce qui te définit le plus toi dans ta manière de vivre ta vie professionnelle?
Je dirais que ce qui me définit le plus et c'est quelque chose que j'essaye de travailler, c'est, la spontanéité, j'ai un cerveau, on va dire, qui est assez, j'ai une idée qui sort, je la mets en place. J'attends pas. Donc les organisations, elles changent souvent et les projets, les directions, les voilà, tout, enfin, c'est des choses qui changent souvent, donc il faut avoir une grande capacité d'adaptation, je pense, pour travailler avec moi. Mais voilà, en gros, le truc qui me définit le plus, c'est que je crée au gré de ce que j'ai envie, de ce que je vois, de ce qui m'inspire et je suis pas dans un truc, rigide, dans des cases ou avec des process et cetera. C'est une façon de faire qui est beaucoup plus, spontanée, qui paye, qui peut paraître désorganisée d'extérieur, mais qui l'est pas tant que ça, mais qui aujourd'hui, je trouve, paye dans notre développement, donc on continue. Mais voilà, c'est vraiment le truc, majoritaire, mais sûrement aussi parce que je suis pas chef d'entreprise à la base, donc je fais comme, je pense que voilà, ça doit se faire et tant que ça fonctionne, je continue. Mais voilà. Et dans les cotons de Roman, la croissance s'est fait quand même rapidement. On était donc en pré-covid, voilà, covid, derrière et cetera. Qu'est-ce que tu retiens de cette première, aventure, entrepreneuriale sur les cotons de Roman? Clairement, ça m'a complètement, forgé, le un caractère, hein. Enfin, j'étais quelqu'un de quand même très anxieux et cetera avant, très peureuse, très conforme aussi à pour beaucoup de choses et ça m'a permis de voir qu'en fait, le diplôme, ce qu'on sait à un instant T ne va pas te définir. Ça t'empêche pas d'être quelqu'un d'autre, d'apprendre, d'autres choses, d'aller vers d'autres projets, de changer aussi des traits de ta personnalité en fait ou de les mettre en avant, de les redécouvrir. Mais je pense que ça m'a donné vachement confiance en moi, en fait, hein, et ça m'a appris, énormément d'autonomie, en fait, parce que l'entrepreneuriat, c'est de la gestion de problèmes, quotidiennes, en fait, c'est beaucoup de galères, en fait, alors il y a plein de trucs cool et cetera, mais en fait, c'est beaucoup de résolution de problèmes et je trouve que ça apprend à se démerder, à être débrouillard et cetera et ça te donne des clés après pour, reproduire ça dans plein de choses de ta vie, en fait, perso ou pro, c'est hyper intéressant, quoi. Il y a eu des moments clés, des moments charnières, de moments en fait où justement tu as eu des switches comme ça, des bonds en avant, tu vois? Enfin où ça a ouvert justement le champ des possibles? Bah, il y en a eu plusieurs, hein. Le premier ça a été, le covid, où en fait, il y a eu l'histoire de la production des masques et en fait, soit fallait prendre le coche, soit tu passais à côté et nous, on l'a pris un peu tard même, mais on l'a pris quand même, mais ça a été une période de 6h-23h, non-stop où le chiffre a complètement explosé. Moi, j'étais pas du tout habituée à ça, donc énormément de stress et cetera, mais après ça nous a aidés dans la suite. Mais ouais, il y a eu le covid, il y a eu, nos déménagements aussi parce qu'on bossait depuis chez nous. Nos premiers employés, ils bossaient chez nous. Ah On a ouais. pris un premier local en location qui a duré 6 mois parce qu'en fait la croissance explosait, c'était trop petit. Et après on a acheté notre propre bâtiment qui fait quand même 700 carrés. On a investi plus d'1 million d'euros, donc ça a été une énorme étape en fait parce qu'une énorme prise de risque aussi qui était nécessaire, mais il y a eu plein d'événements comme ça qui me marqueront à tout jamais, ça c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'on se dit dans ces cas-là justement sur des prises de décision très stratégiques comme ça quand on justement, on n'a pas baigné là-dedans, que du coup on vient pas du tout de ce milieu-là? C'est quelles ressources en fait tu as activées pour, du coup passer ces gaps? Ma principale ressource quand même, c'est que j'ai Johan, hein, qui a été mon partenaire dans la vie, qui est le papa de mes enfants et qui est le co-gérant de la première entreprise et à l'inverse de ma personnalité un peu plus, on va dire, désorganisée, lui, il a une personnalité beaucoup plus cadrée, donc là où moi j'apporte de la créativité, lui, il va apporter de la structure et il a toujours, la tête froide. Donc en fait, dès qu'il y a des grandes décisions à prendre, évidemment, on les prend à 2. Mais même pour Casa Castille, je vais le consulter parce que je sais que les décisions, elles vont être réfléchies, que voilà, ça va être, je pense que la première ressource, c'est en fait de faire appel à d'autres, mais même à mes parents. Enfin voilà, on a toujours demandé conseil autour de nous. On s'est toujours entouré en fait, parce que, c'est des décisions qui sont très importantes. Ce sont des prises de risques pour nos vies à nous, mais aussi pour nos salariés en fait, qui dépendent de cette activité et en fait, voilà, le premier truc le plus important, je trouve, c'est de demander conseil partout, mais même des gens, enfin moi, mes parents sont pas du tout là-dedans, mais pour autant, ils sont les premiers à nous conseiller et nous appuyer parce qu'ils ont une forme de sagesse, d'expérience de la vie et cetera et ça, c'est très important pour prendre ces décisions, quoi. Et justement ton entourage, ils ont eu quelle vision sur, tout ce que tu as construit, enfin les étapes par lesquelles tu es passée? Bah, au début, ils avaient un peu peur, très honnêtement.
Parce que je pense que le métier d'infirmière est très rassurant, c'est un métier sous tension, c'est un métier qui est valorisant parce qu'on aide les autres. Enfin voilà, il y a un côté un peu, que les gens aiment bien. Souvent, on apprécie bien les infirmières. Donc au début, ils ont eu très peur et puis après, bah, petit à petit, ils ont vu que voilà, que ça fonctionnait, que c'était solide. Ils m'ont vu aussi évoluer, je pense, en termes d'épanouissement en fait, et aujourd'hui, ils me verraient pas faire autre chose, quoi. Enfin, ma mère, elle me dit: «C'est impressionnant en fait, la façon dont tu gères toutes ces choses avec, autant de calme et cetera». Mais, c alors que pourtant quand j'étais infirmière, j'étais paniquée à l'idée d'injecter quoi que ce soit. Enfin voilà, à l'inverse, j'avais pas du tout ce calme-là, mais je pense que c'était le métier qui me correspondait pas, pas surtout parce que j'ai pas été beaucoup à l'hôpital, mais il y avait voilà, j'avais pas la même confiance, on va dire, et épanouissement, perso et pro, quoi. Et c'est quoi qui te met en énergie, c'est quoi qui te fait kiffer, où justement ça te donne du carburant, de l'élan pour avoir la vision d'après, l'idée, voilà, c'est quoi les conditions pour la Romane dirigeante, la Romane qui va créer, qui va aller encore plus loin? Les conditions, je sais pas. Alors, en fait, je j'ai pas forcément, volonté d'aller encore plus loin. En fait, moi, je rêve pas d'être, riche, ou d'avoir par exemple, les entreprises au niveau où elles sont aujourd'hui, au niveau de chiffre d'affaires, de développement, j'ai pas forcément envie qu'il y ait plus, enfin, qu'il y ait beaucoup plus, quoi. Moi, ce qui me motive aujourd'hui, c'est qu'on garde ce cadre de travail qui est, serein pour tout le monde, qui est familial. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop qu'on dise ça, qu'on est dans une ambiance familiale, mais clairement, c'est le cas. Voilà, c'est plus ça qui me motive. Par contre, rien qu'aujourd'hui, pour maintenir ce cadre-là, pour maintenir cette croissance ou au moins ne pas baisser, ça demande, d'être, toujours en veille, de toujours regarder tout ce qui est, tendance et cetera, de toujours s'intéresser à tout. Donc faut être vraiment très, très curieux, je trouve, si on veut pas se perdre, se remettre en question. Ça, c'est très difficile, mais en fait, c'est essentiel parce que, bah, on ne sait pas tout, que des fois on est la tête butée dans un truc et en fait le temps il a déjà évolué en fait tout, enfin ça bouge tellement vite, notamment quand on a des entreprises qui dépendent des réseaux sociaux, qu'il faut constamment se remettre en question, parfois déléguer parce qu'il y a des gens qui font beaucoup mieux que nous certaines choses qu'on imaginait bien faire. Donc voilà en gros la façon dont je procède pour, continuer comme ça, quoi. On en a parlé là, tu as monté donc une deuxième entreprise, donc dans un contexte, quand même, assez instable. Ça peut être vraiment des freins, pour, pas mal de gens finalement, tu vois, de se lancer quoi, de se faire confiance et d'y aller. Comment ça s'est passé pour toi la naissance de cette deuxième entreprise? Bah, alors, dès que ça des réseaux sociaux, je pense que tout le monde l'a vu un peu comme une espèce de 2e success story, trop bien, incroyable parce qu'en fait, ça a pris, moi, j'avais des prévisions de chiffre d'affaires de 10 000 € par mois au bout de 3 mois, donc j'avais pas des grosses, prévisions et en fait, on a fait, sur, une première année, on a fait 1,4 million, donc vraiment rien à voir avec, c'est pris une énorme claque, quoi. Mais en réalité, pour être honnête, la naissance de Casacassi, ça a été, une période où j'ai coulé complètement mentalement parce que je l'ai lancé justement, enfin presque sans réfléchir en fait, pas sur un coup de tête parce que ça fait longtemps que ça me trottait, mais je savais que c'était pas le bon moment. Mais je me disais: «Vas-y, fais-le, tu es capable, pousse encore un peu», alors qu'en fait, j'étais déjà surmenée par l'autre activité. Donc je l'ai lancé, ça a explosé, super, mais moi en fait, j'ai coulé intérieurement de fatigue, de surmenage. En fait, il y a eu aujourd'hui, je le dis, il y a eu un burn-out qui a duré plusieurs mois, donc ça m'a demandé beaucoup de remise en question et cetera. Donc ça reste un souvenir positif parce que ça a été incroyable en fait les mois qui sont passés, enfin, mais à côté de ça, il faut aussi, comprendre que super, j'avais des centaines de commandes, mais par contre je dormais plus la nuit, enfin j'étais en mode, pas forcément stressée parce que du coup j'étais pas stressée que ça marche pas, mais j'étais excitée en fait, surstimulée par, le nombre de sollicitations, de messages. En plus, bah, j'étais toute seule quoi, donc même si, j'ai des gens des cotons qui vont me donner des coups de main et cetera, je l'ai lancé sans filet de sécurité. Je me suis pas rendu compte du truc et après, bah, fallait assumer les conséquences et en fait, ça a été difficile. Aujourd'hui, c'est stabilisé, c'est une super expérience, mais ça m'apprendra qu'il faut pas le faire dans cette façon. Il faut attendre, réfléchir un peu, prévoir tous les plans, si ça marche pas, comment on fait. Et tu avais plus prévu éventuellement que ça marche, tranquille, que plutôt un succès? Ouais, bah, je savais que ce serait pas un bide parce que avant de lancer Casacassi, je m'étais dit: «Il faut que je crée une communauté personnelle sur les réseaux sociaux, dans l'influence et dans la niche de la mode». Parce que je me suis dit: «Comme ça, je partirai pas de zéro». J'aurais déjà des personnes qui me suivent pour comment je m'habille, tout ça. Mais je pensais pas non, je suis sûre que je pensais pas du tout à ce point-là, et en fait, ce que j'ai pas mesuré, c'est que j'avais déjà, je pense, une image plus ou moins connue sur les réseaux sociaux du fait des cotons, donc ça facilite énormément
et c'est pareil, j'avais déjà du réseau, en fait, j'avais déjà des contacts pour des ventes privées et cetera, donc tout ça, je l'avais pas forcément pris en compte. Je m'étais pas dit que ça se ferait aussi facilement. Finalement, oui, ça a grandi vite, quoi. Ouais, tu avais déjà la confiance, quoi. Les gens te connaissaient déjà, savaient comment tu travaillais, ce que tu proposais. Et ouais, c'est ça, les gens ont confiance en toi, en ce que tu peux proposer. Maintenant, tu es bien installé et tu as communiqué sur des belles valeurs. Donc, effectivement, on se pose pas du tout de questions sur ta crédibilité et ce que tu peux proposer, tes projets, quoi. Enfin, le côté, il y a quelque chose de sain, de très stable. Ouais, bah, j'espère. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye de transmettre, ouais, en tout cas. Comment tu as traversé ces mois de balade? Quelle stratégie tu as adoptée, entre guillemets? Enfin, est-ce que tu as pris soin de toi? Tu as baissé le rythme? Comment tu as géré, en fait, ces deux pans assez paradoxaux, finalement, de ta vie professionnelle à ce moment-là, entre toi, où tu étais dans le dur, et ton entreprise qui, paradoxalement, était autre? Bah, comment je l'ai géré? Je l'ai géré difficilement. Le premier truc, c'est que je suis entrée en thérapie tout simplement, enfin, aussi pour, essayer de comprendre pourquoi, il y avait toujours besoin parce qu'il y a eu l'entreprise des cotons. Quand ça s'est calmé un peu, j'ai lancé l'influence qui m'a demandé encore, du travail. Quand j'ai réussi à gérer les 2, j'ai lancé Casacasti. Il y a toujours un peu volonté quand même d'être dans du lancement de projet et cetera. Par contre, je vais jusqu'au bout, je les abandonne pas du jour au lendemain, mais il y a toujours quand même volonté de faire toujours plus. Donc il fallait aller chercher, pourquoi en fait, aussi pour pas que ça se reproduise et puis tout simplement, j'ai pas eu le choix. Alors évidemment, je me suis pas mise en arrêt parce que c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est malheureusement c'est impossible, mais j'ai largement levé le pied. Je bossais, 60 heures par semaine, maintenant j'en bosse, 45 quoi. Enfin et encore même il y a des semaines où c'est moins, il y a des semaines où c'est un peu plus, mais en moyenne, je bosse, 45 heures. Donc j'ai levé le pied, j'ai délégué, j'ai embauché beaucoup plus vite parce que les cotons, j'ai eu beaucoup de mal à déléguer. Ça a été un gros sujet entre Yoann et moi parce que je voulais jamais rien déléguer. C'était vraiment mon angoisse, alors que Casacasti, au bout de 4 mois, j'ai pris quelqu'un en contrat à temps plein. Enfin 6 mois après, une deuxième personne. Enfin ça c'est j'ai en fait, ouais, j'ai pas eu le choix, j'ai délégué beaucoup plus vite et ça s'est très, très bien passé et c'est ça aussi qui a permis de continuer la croissance, et que moi je remonte de mon côté tranquillement, que je fasse mon petit travail sur moi-même et cetera, quoi. Et ça a changé, justement, ton rapport au travail? Ouais, complètement. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je faisais qui me permettaient pas de générer plus de chiffre d'affaires, si tu veux. Alors, là, j'ai pas d'exemple en tête, là précisément, mais je pense que je faisais beaucoup de choses, beaucoup d'heures, alors que, je peux être autant efficace en faisant moins d'heures, juste en améliorant l'organisation, en déléguant. Alors évidemment, il faut faire un petit peu de chiffre d'affaires pour déléguer, mais voilà, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout indispensable, en fait, pour, plein de choses et qu'il y avait pas lieu, en fait, que ce soit moi qui fasse, tout ce travail-là ou qui soit toujours là, en fait, que ça n'allait rien changer, qu'on arrête certaines choses ou que ce soit plus moi qui le fasse, quoi. Mmh. Tu dans le moins, mais mieux, quoi. Ouais, complètement et puis que maintenant j'ai d'autres priorités, dans ma vie et je pense qu'il y a eu une saturation aussi parce que, bah, du coup, comme je te disais, j'ai cumulé pendant 3 ans les cotons et le travail de puéricultrice. Donc en fait, ça faisait des années que je bossais entre 50 et 60 heures. Donc il y a une espèce de je pense que j'ai atteint mon point de non-retour et une fois qu'il est atteint et ben, on n'arrive plus à y retourner. Et là, par exemple, quand je sens qu'il y a trop de travail qui arrive, bah, déjà ça va me stresser. Je sens que j'ai pas envie d'y retourner, j'ai pas envie de retourner dans ce truc d'angoisse et cetera de pas dormir, de machin. C'est déjà compliqué de s'en sortir, donc voilà. Du coup, beaucoup plus rapidement, je vais mettre des choses en place pour, ne que le travail ne soit pas mon refuge, quoi, parce que ça a longtemps été ça. Alors qu'en fait, il y a plein de choses cool dans la vie, qui peuvent t'occuper l'esprit et te faire du bien, quoi. Donc oui, complètement, ouais. Bon, du coup, tu es maman. Ouais. Comment ça se passe, donc entrepreneur, projet, maman, comment tout ça, s'imbrique? Bah, je dirais qu'aujourd'hui, en fait, on est, extrêmement, chanceux. Maintenant qu'on a trouvé l'équilibre évidemment, parce que ça a été des années où on a trimé avant. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir une vie, sur mesure, en fait, avec nos enfants. Donc ils ont une maman qui est, disponible, qui va les chercher tous les jours à 16h30, qui les emmène tous les matins à l'école. Ils sont jamais gardés, bah, un peu pendant les vacances, tout ça, mais voilà, ça reste à la marge. Et ils ont, des parents qui sont là, de 16h30 jusqu'au coucher, dispo pour eux. Si on doit travailler, on rebosse après, mais je dirais qu'on a énormément de chance d'avoir pu adapter comme ça ce mode de vie. S'ils sont malades, on n'est pas stressé, on se dit: «Bon, bah, on va se débrouiller, on peut les prendre et machin». Donc on a aujourd'hui cette chance. Après ça a été des années avant de travail et voilà, j'ai déjà dit, j'ai pris aucun congé mater. Enfin, il y a eu des périodes beaucoup plus sombres en fait, dans ma façon d'être maman, dans la parentalité, quoi. Mais aujourd'hui, j'estime que ça s'imbrique. C'est pas toujours facile, mais j'ai de la chance, ouais.
Ouais, une chance que tu as construit petit à petit, après quelques déboires, tu as pu trouver un équilibre et enfin pouponner là pour le coup. Ah bah, ouais, bah, oui, mais maintenant il commence à être grand donc je je pouponne un peu moins. Bah, maintenant je me dis: «Mais mes autres bébés, c'est mes entreprises en fait», c'est sûr que voilà. Et puis même moi, en fait, je pensais qu'à mes enfants, mais je pense que l'entrepreneuriat, ça m'a permis d'être autre chose que maman, enfin voilà, d'avoir d'autres projets, d'autres ambitions et en fait, c'est important même pour eux de leur transmettre ça, c'est très important. Donc cet équilibre-là que tu as créé, est-ce que maintenant tu as identifié, des indicateurs, tu vois, un peu des signaux d'alerte justement pour pouvoir maintenir cet équilibre que tu as réussi à construire? C'est toujours un peu compliqué parce qu'en fait, c'est toujours une histoire un peu de curseur. Concrètement, nous, par exemple, on essaye enfin, tu parlais de mon équipe de personnel ou l'équipe de notre entreprise de Bah, ton équilibre à toi en tant que femme entrepreneur, et aussi ton entreprise aussi, hein, mais, tu vois à quel moment tu peux te dire, «Ah là ça, c'est un indicateur qu'il faut que je fasse attention, que là ça c'est peut-être too much, il faut peut-être que je délègue, il faut que je réfléchisse à une autre organisation». Concrètement, je pense que mon corps a la mémoire, en fait, des signes du burn-out. Donc notamment, enfin, je peux le dire, hein, des crises d'angoisse alors que j'en ai jamais eu de ma vie. En fait, je savais même pas ce que c'était. Les premières que j'ai fait, je me suis dit: «Qu'est-ce qui se passe?» Je me suis dit: «Tu as peut-être un virus en gros», alors que pas du tout, c'était une crise d'angoisse. Donc maintenant, dès que je commence à sentir que ça me sert quoi, enfin des sensations comme ça qui sont désagréables dans le corps, je vais beaucoup plus écouter mon corps. Sommeil aussi, alors j'ai encore des troubles du sommeil, mais dès que je vois que je suis trop excitée, en fait, pour dormir, parce que c'est vraiment pas un stress que ça marche pas, parce que si ça marche pas, bah, j'aurais un stress différent encore. Mais c'est la surstimulation, en fait, de voir, quand la croissance est trop rapide, quand les gens te sollicitent énormément, que ce soit, bah, ici ou, sur les réseaux sociaux. C'est vraiment de la surstimulation. Dans ces cas-là, je coupe beaucoup plus facilement, ce que je faisais pas avant. Je suis beaucoup moins sur mon tel et cetera, aussi pour m'éviter ça, en fait. Dès que je sens que ça commence à être trop, je coupe et je délègue et pareil, dès que j'arrive pas à être concentrée sur le reste de ma vie. Si je me rends compte que mes enfants, ils me parlent, qu'en fait, je n'écoute pas parce que je pense à des trucs qui me stressent, c'est qu'il y a un souci. Alors, ça m'arrive quand même, hein. C'est très difficile d'être toujours focus et cetera. Mais c'est normal que je sois pas toujours concentrée sur, enfin voilà, aussi parce que bah, c'est un travail où tu coupes pas à 100 hein, tu es jamais vraiment en week-end, donc évidemment que je peux pas être 100 focus sur le reste. Mais dès que je sens que ça prend une place trop importante qui me convient pas ou que mes enfants me le renvoient, ça fait partie des signes, tu vois, où je me dis, «Stop, tu te calmes, quoi». Mmh. Ouais, donc c'est vraiment une histoire d'énergie qui est un peu trop haute, et de place quoi, que ça prend dans ta vie à toi, quoi. Ouais, 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 ouais. C'est quoi que tu voudrais préserver coûte que coûte dans ta vie professionnelle? Franchement, je pense qu'il y en a plein qui rêveraient de leur croissance, de machin. Moi, ce que je rêve, c'est qu'on puisse continuer à pouvoir payer toutes nos charges, parce qu'aujourd'hui, on a énormément de charges, tout en proposant la même qualité, on va dire, de travail pour nos salariés. Parce que, c'est ça qui est, je trouve, le plus important, en fait, c'est qu'on puisse tous y trouver de l'épanouissement, que tout le monde soit content, de venir travailler, dans nos locaux, que tout le monde soit content de faire ses missions et si c'est pas le cas, on va être obligé de le remettre en question et de comprendre, quels ajustements on doit faire. Mais voilà, mais moi j'ai pas d'ambition comme je te disais de surcroissance ou de voilà. Mon ambition, c'est que cet équilibre puisse, durer pour tout le monde et ça, c'est vraiment le plus important, que tout le monde s'y retrouve, quoi. Et comment tu fais pour préserver ça dans l'équipe? Il y a c'est au quotidien? Est-ce qu'il y a des temps forts? Est-ce que tu vois, comment tu arrives à justement, préserver ça et faire en sorte que ce soit le cas? Notre façon de manager, Yoann et moi, à la différence de ce qu'on a connu, c'est qu'il y a beaucoup moins cette hiérarchie de, chef et employé. Les filles, je pense pas qu'elles se disent, «Ah ça, c'est ma patronne». Voilà, des fois, elles me disent ça en rigolant, en fait, c'est pour me tacler parce qu'évidemment qu'on n'a pas ce rapport-là. Donc en fait, on est, dans une liberté de parole déjà qui est, je pense, très différente de plein d'autres entreprises. Alors peut-être parce qu'on est aussi une petite équipe. Sûrement que si on était 30, ce serait différent. Mais voilà, les filles, elles sont, je pense, en toute confiance pour amener des choses au travail, on leur dira jamais: «Vos problèmes, ils doivent rester à la maison». Enfin, on est voilà et puis il y a aussi le fait qu'il y a une grande confiance, en fait, il y a pas de contrôle chez nous. On sait pas les heures qu'elles font, elles choisissent leurs horaires de travail, leurs jours de travail. Des fois, il y en a une qui part en télétravail. Personne ne nous demande, en fait, notre avis sur, elles ont des tâches à faire. Je dis «elles» parce qu'on a que des que des filles.
mais elles ont des tâches à faire. Elles choisissent comment elles gèrent pour les faire en fonction de leurs priorités perso aussi, de leurs enfants, de leurs conjoints, de machin. Et ça, je trouve que c'est très important pour garder en fait l'équilibre, c'est qu'elles ont confiance en nous, mais elles savent qu'on a vraiment confiance en elles en fait, et qu'on n'a pas besoin de vérifier leurs compétences, de vérifier les heures qu'elles ont fait. Il y a pas de sujet là-dessus en fait. Ouais, c'est vraiment une collaboration, quoi. Ouais, voilà, et on estime qu'elles nous apportent, que de toute façon sans nos salariés, il se passerait rien du tout, qu'on est très content qu'elles fassent, aussi bien leur travail, et on a aussi, clairement remarqué que, plus on leur donne de l'autonomie, de la liberté et de la confiance, et plus ils nous le rendent en fait. Dès qu'il y a une période de rush ou quoi, ce sont les premières à rester, à s'adapter, à essayer de modifier leur emploi du temps perso, et cetera. Donc c'est super cool que ça puisse fonctionner comme ça, quoi. Pour revenir à Casa Castille, donc c'est une, entreprise de mode. Comment tu choisis, tes articles? Quels sont du coup tes critères pour, choisir ce que tu vas vendre sur Casa Castille? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, Casa Castille, mon ambition première, c'était que ce soit mes créations à moi. Donc quand ça s'est lancé, le premier jour du lancement, il y avait que mes créations. C'est des gilets? Des gilets un peu, Ouais, c'est ça. moules là? Ouais, ouais, je me rappelle. Mmh. Ouais, j'avais fait des gilets, matelassés, des gilets bergers, des chouchous, mais là encore, je pensais, faire quelques commandes, donc j'avais pas, on va dire, étayé ma gamme, et je me rendais pas du tout compte. Et mon objectif, c'était d'arriver au bout de 2 ans à peu près à 50-50, 50 de mes créations, 50 de reventes. Mais donc ça voulait dire, tu vois, si tu as 500 articles au bout de 2 ans, de 250 références de mes créations. Et puis, très honnêtement, je me suis fait complètement, dépasser, mais alors, vraiment, dépassée par, en fait, la demande. En plus, on avait, pas encore, notre machine de découpe, donc en fait, c'était moi qui faisais toute la découpe. Au début, j'avais cousu, une grosse partie des modèles avec une autre couturière. Enfin, c'était, une énorme galère. Donc c'est pas que j'ai laissé tomber ce projet, c'est que je me suis dit: «Bah, là, de toute façon, c'était trop tard». J'étais dans un espèce de tunnel, en fait, donc la priorité, là, c'était pas de faire un truc, éthique ou quoi, c'était juste que je m'en sorte, en fait, et que je me fasse pas, complètement bouffer par mes exigences, que ce soit mes créations et machin. Donc en gros, je me suis dit: «Bah non, je vais accentuer la revente parce qu'il y a pas le choix». Je pouvais pas, en fait, je voulais reproduire le modèle des cotons de Roman, mais en fait, c'est pas du tout si simple de faire, la même entreprise version vêtements. Ça demande beaucoup de savoir-faire, et cetera. Donc là-dessus, je me suis rendu compte de mes erreurs, on va dire. Donc on a commencé la revente, et cetera, et j'ai rencontré plein de fournisseurs. Alors malheureusement, dans la mode, il y a, je dirais, 80-90 de fournisseurs, où ça vient d'Asie, et il y a peut-être 10-20 de fournisseurs européens. Ça, c'est un constat que tu fais assez rapidement quand tu commences à chercher des revendeurs. Donc je me suis dit tout de suite que, soit en gros ça allait être beaucoup plus compliqué, soit il allait falloir que je m'assoie sur certains de mes principes, en tout cas que j'avais, ou que j'essaye en tout cas de les ajuster. Donc on a cherché des fournisseurs qui étaient, OK, c'était fait en Asie, mais qui étaient, audités, qui étaient dans des ateliers certifiés, et tout en parallèle, le projet, c'était d'augmenter un maximum de références européennes, voire françaises. Donc aujourd'hui, on a, je sais pas c'est quoi le ratio, dernièrement, il faudrait que je regarde, les derniers chiffres, mais je pense qu'on a peut-être, 30, 20-30 de références, européennes. Italie, Portugal, France, et cetera, et peut-être 70 de références en Asie. J'espère que ça pourra augmenter sur le long terme, mais voilà, c'est beaucoup plus difficile d'aller vers quelque chose de production 100 éthique par rapport à d'autres secteurs d'activité, je pense, ouais. Par rapport au choix sur l'esthétique, tu fais en fonction de tes goûts, des tendances, comment tu Alors, en fait, le problème, c'est que j'ai reproduit la même «erreur» entre guillemets, enfin erreur, je sais pas si c'est une erreur, que sur les cotons, mais c'est que Casacassi au début, enfin pour l'instant dépend quand même grandement de mon image, même si j'ai intégré d'autres visages. Je ne prends que des choses que je pourrais porter moi-même. Parce que je pense aussi que les gens achètent, que ça a eu ce succès-là parce que les gens suivaient déjà comment je m'habillais, et cetera. Donc logiquement, je vais pas aller référencer des trucs qui me plaisent pas, et aussi parce que je suis convaincue que plus tu aimes quelque chose, plus tu es sincère dans ce que tu vends, mieux tu vas le vendre forcément. Je me serais pas mise à vendre, des armes, enfin voilà, des choses avec lesquelles je suis pas en accord. Pour les fringues, c'est pareil, je vais pas vendre des trucs que je ne porterai jamais. Donc voilà, j'essaye de proposer des pièces, intemporelles, dont je me lasserai pas et que je pourrais porter, plusieurs années, quoi. donc là, projet plutôt de pérenniser tout ça, de garder,
cet équilibre que tu as construit, de profiter avec ton équipe. On a bien compris que tu es super bien entouré et que ça faisait partie de ton équilibre et d'une sérénité de travail et qui correspondent code du moment à ce que recherchent aussi les gens maintenant, je pense, dans leur vision du travail, que ça puisse voilà, apporter effectivement le maximum d'épanouissement possible. Et tant mieux que les gens maintenant aient des exigences et recherchent ça parce que c'est ce qui était avant qui n'était pas normal en fait. Donc, De quoi tu es plus fière, toi, dans ton parcours depuis le début de ta vie professionnelle? Quand tu regardes là en arrière, de quoi tu es plus fière? Ce que je dirais d'être le plus fier, c'est que je me suis jamais, déconnectée de ma réalité, quoi. Enfin, on a quand même eu des entreprises qui ont poussé, très vite. On s'est jamais non plus versé des salaires, mirobolants, enfin voilà, au détriment des autres. On s'est toujours dit qu'on garderait une vie, normale avec, malgré tout des plaies. Alors bien sûr qu'on a une meilleure vie que ce qu'on avait avant, mais je me suis toujours dit que voilà, que l'essentiel était quand même dans ce qu'on vivait en fait, à côté, au quotidien et on s'est jamais déconnecté de ça, quoi. On n'aurait pas renié nos valeurs, on n'aurait pas fait des choses qui nous conviennent pas pour gagner plus, pour faire plus de croissance et cetera. Ça j'ai jamais eu envie en tout cas j'ai toujours cherché l'alignement en fait, plus que la richesse, la réussite pro ou je ne sais quoi en fait, ça je trouve c'est cool parce que c'est très tentant et qu'on aurait pu, plein de fois en fait, faire des choix qui ne seraient pas alignés avec nos valeurs, mais qui nous apporteraient plus, sur d'autres aspects, mais on n'a jamais, lâché là-dessus, quoi. Ouais, donc ça a été ton socle, quoi, pour, du coup, garder une direction, authentique, quoi. Ouais, complètement. Et on parlait de la petite Romane au début de l'interview qui voulait pouponner. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire là, si tu la voyais, de ce que va être sa vie d'adulte, au travail? Et bah, je lui dirais, «Aie confiance, aie confiance, tu finiras par trouver, ta personnalité, ta voix et tu es capable, en fait». Parce que c'est ça qui est le plus difficile de se le dire, en fait, c'est on est capable, on a des ressources et voilà, mais le plus dur, c'est de s'en rendre compte et d'en avoir conscience, quoi. Et pour terminer, aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aimerais, transmettre de tes aventures, professionnelles, des conseils, qui te sont propres, hein, qui restent, ta réalité, mais quels conseils tu voudrais donner pour que, tu vois, les gens justement se sentent, bien au travail, puissent, avoir, une vie professionnelle épanouie et alignée? Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut pas avoir peur du changement, de sortir de sa zone de confort parce que finalement, ce qui est le plus difficile, c'est pas de sortir de sa zone de confort, c'est de rester dans quelque chose qui est inconfortable et moi, j'ai longtemps cru que ça me sécurisait, et que la prise de risque allait, être encore plus inconfortable, mais pas forcément parce que plus tu sors de ta zone de confort, plus tu vas passer des étapes qui vont, te permettre en fait de prendre des risques, de prendre confiance en toi et cetera. Si dans son travail, on est une forme d'inconfort, c'est qu'il faut en sortir et que ce sera très inconfortable de mettre les choses en place pour en sortir, mais toujours moins inconfortable que rester toute sa vie dans cette situation. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis par rapport au fait de plus tu sors de ta zone de confort et plus tu gagnes en confiance en toi finalement et plus tu vas vers l'alignement, quoi. Complètement. C'est important dans le travail, mais ce que les personnes acquièrent justement en sortant de leur zone de confort, au travail, c'est des choses qui se reproduisent dans plein de domaines de la vie et enfin moi je vois ça m'a vachement appris, mais même, avec mes enfants, enfin dans plein de choses en fait, parce que c'est des espèces de je sais plus comment on dit en anglais là, mais des espèces de compétences de savoir-être en fait qui sont très, très importantes et qui aident vraiment, ouais dans plein de choses donc c'est top, faut pas avoir peur, faut essayer quoi. Il faut essayer. Ouais. Eh ben, écoute, un grand merci pour, ton partage, c'était, hyper inspirant de voir, par quelles étapes tu es passé, de voir que, c'est pas toujours simple, qu'on peut réussir, que du coup, c'est pas linéaire aussi une transition professionnelle. C'est pas linéaire une vie professionnelle, que tout passe aussi, qu'on est capable. Ouais, tout passe, ça c'est sûr, ouais et que rien n'est figé en fait, Eh ben, un grand merci Romane. On te souhaite, plein de bonheur, d'être toujours, aussi alignée, de réussir à maintenir ton équilibre professionnel. C'est chouette, de voir, ce que tu as pu construire et puis, je te le disais avant l'interview, mais du coup de façon, très saine et très simple et très lucide aussi. Alors un grand merci pour ton partage. bah, merci beaucoup.
merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Junko. J'espère qu'il vous aura apporté des pistes pour avancer dans vos réflexions et dans vos projets professionnels. Pour en savoir plus sur mes accompagnements ou me poser vos questions, rendez-vous sur mon site internet où vous trouverez tous mes contacts ou sur mon compte Instagram. Les liens se trouvent dans le descriptif de l'épisode. Et n'oubliez pas, chaque petit pas compte. Osez explorer, questionner et agir, c'est déjà avancer sur le chemin d'une carrière alignée avec vous-même. Prenez soin de vous et de vos projets professionnels et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Junko.